Bonjour à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver pour Smart Impact, l'émission de celles et ceux qui font de la transition écologique et de la RSE, la responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises, un axe fort de leur développement et de leur stratégie. Voici le sommaire. Notre invitée aujourd'hui, c'est Florence Guillaume, qui est directrice Green Mission du groupe Pierre Fabre. Elle nous présentera notamment le Green Impact Index que le laboratoire vient de lancer. Le bois des forêts est-il une énergie renouvelable? Débat sur l'état des massifs français et sur la filière qui l'exploite tout à l'heure. Et puis dans Smart Ideas, vous découvrirez être le réseau des écoles de la transition écologique créé sous l'égide de la fondation Nicolas Hulot. Voilà pour les titres. C'est Smart Impact et c'est tout de suite. Bonjour Florence Guillaume, bienvenue. Bonjour. Vous êtes donc la directrice Green Mission du groupe Pierre Fabre et vous venez de lancer, je le disais en titre, ce Green Impact Index. C'est quoi ? Alors, ce Green Impact Index, c'est une cotation qui est complète, innovante et transparente et qui permet de mesurer les impacts à la fois environnementaux et sociétaux de nos produits dans les domaines cosmétiques et santé familiale. Donc, c'est une démarche qui intègre 20 critères, donc 14 critères environnementaux et 6 critères sociétaux, et qui vraiment donc, englobe un périmètre très large. Et notre objectif, ça va permettre cette cotation de nous améliorer et également d'être encore plus transparent vers le consommateur. Oui, c'est ce que j'allais vous dire. C'est peut-être une façon de répondre à ce qui apparaît comme une défiance croissante des consommateurs vis-à-vis des marques. C'est quand même un mouvement de fond depuis quelques années, ça. Et un besoin de vérité, de transparence. Le consommateur achète un produit et c'est légitime. Il veut savoir derrière ce qui n'est pas uniquement connaître la composition du produit, mais connaître également l'engagement derrière le produit. Et avec ce Green Impact Index, cette innovation qui est vraiment complète, parce que c'est la première qui englobe à la fois le sociétal et l'environnemental. Et ces critères, en fait, reposent sur des évaluations, des normes officielles, des référentiels. Oui, c'est ce que j'allais vous demander. Qui contrôle ? Voilà. Parce que créer son propre outil, c'est très bien, mais qui contrôle ? Voilà. Donc déjà, ces critères reposent sur des référentiels, des normes officielles. Et en plus, cette cotation a été évaluée et cautionnée par Hafner Certification. Donc ça, c'est très important. On ne voulait surtout pas autoproclamer une méthode interne. L'idée, c'est d'avoir cette méthode qui est la plus fine possible à date, parce qu'elle va évoluer, je pense, mais qui corresponde vraiment à ce que l'on souhaite dire sur nos produits aux consommateurs et avoir cette caution externe d'un organisme tiers indépendant. C'est aussi un outil de progression, j'imagine. C'est-à-dire que ça permet de faire un bilan à date et de se donner des objectifs. Complètement. L'idée, c'est de progresser. Donc, ces produits seront cotés A, B, C ou D. Les produits côté A ou B seront considérés comme éco-socio-conçus, c'est-à-dire qu'ils auront une note supérieure à 10 sur 20. Et alors, ce qu'il faut que je vous dise quand même, parce que c'est le plus important, c'est sur quoi reposent ces critères. Donc, en fait, la partie environnementale repose à 40% sur l'impact du packaging, à 30% sur l'impact de la formule. Ensuite, on a 20% sur la fabrication et 10% sur le transport, l'origine géographique des matières. Donc, tout ceci donne une note qui va coter pour 2/3 de la note globale. Et ensuite, il y a le tiers consacré, en fait, dédié à l'impact sociétal. Oui. Ces proportions, comment vous les avez définies ? Alors, parce que évidemment, ça a pour le coup un impact sur la note finale. Complètement. Donc là, c'est une réflexion que l'on mène depuis plus de 10 ans, 10 ans d'analyse de cycle de vie du produit, donc qui mesure vraiment tous les leviers à tous les stades du produit. Nous, dans notre méthode, en fait, on a enlevé la phase d'utilisation, puisque la phase d'utilisation, elle représente 80% de l'impact environnemental d'un produit, mais elle ne relève pas de la responsabilité directe, je dirais, du fabricant, mais du consommateur. Donc, bien sûr, on va donner les bonnes pratiques au consommateur pour limiter, en fait, son impact sur l'environnement en consommant le produit. Mais on a voulu laisser
toute la place en fait à l'importance de la responsabilité de l'entreprise. Et là, on s'est basé en fait sur les répartitions en pourcentage liées à l'analyse du cycle de vie du produit. Alors, ça rejoint un certain nombre d'objectifs RSE du groupe Pierre Fabre. Je vais en citer quelques-uns. Vous avez parlé de ces produits éco-sociaux conçus. Donc, depuis 2020, 100% des nouveaux produits sont éco-sociaux conçus. D'ici 2023, l'objectif, c'est 50% du catalogue. D'ici 2024, alors sur la consommation, objectif de 20% de réduction de la consommation d'eau par rapport à 2018. Voilà, je ne vais peut-être pas donner tous les cycles. 2025, 30% des émissions de CO2 en moins par rapport à 2015. Consommation d'énergie, réduction de 25% par rapport à 2015. Je reviens sur, tiens, par exemple, la consommation d'eau. Réduire votre consommation d'eau, qu'est-ce que ça représente pour un groupe comme le groupe Pierre Fabre ? Alors, c'est un sujet important parce que déjà, on connaît tous à l'avenir la pénurie en eau qu'il va y avoir, et encore plus en fonction de certains départements. Et donc, pour nous, c'est déjà s'assurer d'avoir une bonne performance dans nos usines, éviter tout simplement les fuites d'eau, enfin ce genre de choses. Et également avoir une approche, et là, on est en train de développer un projet pour atteindre justement cet objectif fixé en 2024, qu'on appelle de recyclage des eaux grises. C'est-à-dire que quand une eau a servi dans la fabrication d'un produit, en fait, elle va être nettoyée, mais en fonction des postes sur lesquels elle va agir, on peut réutiliser cette eau, quoi, en fait. Et c'est avoir un circuit fermé. Et c'est un peu la même chose que l'on développe aussi avec une start-up qui s'appelle Ilia. On accompagne ces jeunes et en fait, ils ont développé tout un procédé sous la douche de capteurs, donc déjà qui informent la personne qui se douche de la consommation en direct de son eau. Et en plus, il y a un recyclage de l'eau. C'est-à-dire quand on s'est lavé une première fois, le plus gros du lavage, après c'est de l'eau plaisir, on va dire. Donc cette eau plaisir, elle peut être réutilisée, recyclée en circuit fermé. Et tout cela est très important. Donc, autre start-up avec laquelle vous travaillez, c'est Phoenix, oui. Partenariat pour offrir une seconde vie à vos invendus. Comment ça marche ? Tout simplement. Alors, comment ça marche ? Ces invendus qui sont donc stockés dans notre centre de distribution, depuis toujours, le groupe Pierre Fabre en fait les a distribués à des associations locales, territoriales. Et en fait, l'idée, c'est de mettre en place un système qui soit plus performant, on va dire, et plus efficace, plus utile. Donc, on s'est rapproché de Phoenix, qui est vraiment l'association en fait phare dans le domaine, et qui a déjà une très bonne expertise, qui a commencé dans l'alimentaire. Et donc, pour nous, c'est très bien parce que c'est un seul canal. Et on se dit, je vais faire Phoenix. Phoenix redistribue les produits aux associations déjà qu'il a cooptées. On peut également en coopter de nouvelles que l'on souhaite. Et en fait, Phoenix redistribue directement les produits. Et c'est adapté vraiment en fonction des besoins réels de l'association. Donc, ça permet aussi un filtre et nous, de diminuer nos déchets. Oui, bien sûr, avec un enjeu évidemment de sécurité. Comment vous conciliez les deux ? Parce que les produits ne sont pas utilisables éternellement. Non, mais il y a un suivi très très rigoureux en fait de notre. Il y a une vigilance par rapport aux dates de péremption, à la fabrication du produit, ce qui ne peut pas être bien sûr donné, distribué, ne le sera pas. L'idée c'est bien évidemment de ne pas mettre en danger qui que ce soit avec ces produits, et on répond avec des produits. On ne va pas donner des produits traitants, contre des problèmes de peau. Enfin, on a une vigilance. C'est plutôt des produits d'hygiène et ça répondra très prochainement aux objectifs de la loi AGEC, anti-gaspillage et économie circulaire sur ce sujet. Merci beaucoup, merci Florence Guillaume, à bientôt sur Bismart. On passe à notre débat sur les forêts françaises. Le bois est-il une énergie renouvelable ? On en parle tout de suite avec mes invités. Régis Lindeperg, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le coordinateur du collectif SOS Forêt France. Et puis avec nous en visioconférence, Ludovic Duch, qui est fondateur de France Biomasse. Bonjour, vous m'entendez bien ? Oui, je vous entends parfaitement. Bonjour messieurs, enchanté. Bienvenue. De, quoi on parle, Ludovic Duch ? C'est quoi la biomasse ?
La biomasse, donc c'est un terme générique, bien sûr, très général. En ce qui nous concerne, par rapport au débat, c'est ce qu'on appelle la biomasse bois énergie. Qui a plusieurs sources, qui peut venir de l'industrie du bois traditionnel, c'est-à-dire tout ce qu'on appelle les connexes. Lorsque vous débitez une grume pour en faire des planches, vous avez ce qu'on appelle un rendement matière qui vous donne des produits connexes, donc des produits comme la sciure, les copeaux, qui vont être valorisés de multiples façons, mais principalement en énergie. Et puis il y a aussi la biomasse transformée pour faire de l'énergie. Donc ça, c'est ce qu'on appelle par exemple le granulé de bois, les briquettes également. Et ensuite, nous avons la biomasse forestière proprement dite, la plaquette forestière. C'est là-dessus que je pense sur les granulés, sur le bois transformé en énergie, que je pense que le débat est relativement court, qu'on va vous entendre l'un et l'autre. Régis Lindeperg, est-ce que vous trouvez que ça cohérent finalement? Je lisais en préparant l'émission qu'il y a par exemple au Royaume-Uni des centrales électriques qui fonctionnent en brûlant des pellets de bois. Ça représente 5% de l'électricité consommée par les Britanniques, sauf qu'ils arrivent souvent des États-Unis. On leur fait traverser l'Atlantique. Qu'est-ce que vous dites sur cette logique-là? C'est une logique, on marche un peu sur la tête en fait. Mais ce qu'il faut bien comprendre déjà, c'est que le problème on considère que l'arbre, à partir du moment où il repousse, une fois qu'on l'a coupé, on a une énergie, on a une énergie vraiment renouvelable. Le problème, c'est que compte tenu, en fait, la biomasse, elle peut s'entendre sur des circuits très courts avec du bois issu de forêts durablement gérées. Mais aujourd'hui, quand on nous parle de connex, etc., donc c'est rarement des connexes de scierie, ça veut dire les déchets, on va dire, de façonnage de bois. Donc qu'on peut transformer en combustible, c'est ça, qui vont donner de l'électricité ensuite. Voilà. Sauf qu'aujourd'hui, il y a déjà, d'abord, il y a beaucoup de demandes sur ces connexes. Il y a plein de circuits industriels, les panneaux de bois, l'isolation, il y a plein de choses qui sont d'ailleurs plus durables que l'énergie. Et ensuite... Donc vous dites quoi? Vous dites attention si on commence à pour bien comprendre un peu, à exploiter les forêts pour en faire la source d'énergie d'une centrale électrique, c'est ça, si je comprends bien? Oui. En fait, brûler du bois pour faire de l'électricité, déjà, ça a un rendement très mauvais, premièrement. Deuxièmement, ça pourrait s'entendre pour faire de la chaleur, mais sous certaines conditions qui ne sont pas du tout respectées aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est en train de transformer les forêts naturelles en monoculture, en plantation, pour alimenter des centrales biomasse. C'est ce qu'on voit dans le Morvan, par exemple. Nous, on a suivi à la trace une coupe rase de feuillus qui a été faite dans le Morvan et qui finit en granulés. Et pour revenir sur les États-Unis, on est en train d'importer du bois du Canada, des États-Unis, de Russie, des granulés bois pour transformer des centrales charbon en biomasse. Comme le pire exemple, c'est l'Angleterre. Et c'est une aberration, en fait. Parce qu'en fait, aujourd'hui... Excusez-moi, mais allez-y. C'est par rapport à cet engouement pour le bois biomasse, c'est lié au changement climatique et aux émissions de carbone. En fait, en faisant ça, on fait l'inverse. C'est-à-dire, on fait l'inverse. Alors, on a bien compris vos arguments. Je voudrais entendre Ludovic Duch là-dessus, parce que voilà, vous représentez une des entreprises de la filière. Oui, tout à fait. Écoutez, il y a des éléments sur lesquels je suis tout à fait d'accord. C'est notamment la partie sylviculture. Je crois que dans la profession, on est tous, depuis pas mal d'années, on est tous d'accord sur le fait que les monocultures et le mode de sylviculture type industriel aujourd'hui avec les plantations commerciales n'est pas forcément un modèle très intéressant d'un point de vue environnemental, ça je suis entièrement d'accord. Maintenant, je pense qu'il faut vraiment distinguer, il ne faut pas mélanger les problèmes. C'est pas la sylviculture type commerciale, elle existait avant l'engouement pour le bois énergie. Le bois énergie est arrivé dans les années 80, surtout dans les années 2000, où là il s'est mis à avoir une hausse très forte. Mais est-ce que, pardon, je vous interromps, parce qu'on ne peut pas se lancer dans une grande démonstration. Je voudrais vraiment que vous répondiez sur... Vous dites une aberration, vous dites grosso modo, le bois énergie, quand on le pousse dans un processus plus industriel, c'est une aberration. En fait, qu'est-ce que vous répondez, Ludovic Duch, à ça? Pourquoi c'est une aberration encore, mais...
C'est une aberration. Pourquoi une aberration? Dans le sens où on prélève aujourd'hui en France 48 millions de mètres cubes, me semble-t-il, et les forêts produisent 92 millions, donc plus du double. Et dans les 48 millions, il y en a à peine 30% ou 20% qui va au bois énergie. Donc aujourd'hui, je ne pense pas que ça soit un débat de dire que le bois énergie aujourd'hui est une menace pour la forêt. Alors la réponse de Régis Lindeperg là-dessus. Si, parce que les objectifs en fait de biomasse tels qu'ils sont fixés aujourd'hui à la fois par la France et par l'Europe, c'est des volumes qu'on ne peut pas atteindre si on n'industrialise pas la forêt encore plus qu'elle ne l'est aujourd'hui. Donc voilà. Et donc ça, c'est le premier problème. Et le deuxième, c'est quand même que aujourd'hui, on coupe des arbres entiers qu'on transforme en granulés. D'accord, et pas que des connexes, c'est des arbres entiers, alors qu'on pourrait en faire un autre usage durable. Par exemple, si avec un arbre, vous fabriquez une charpente de maison, vous allez stocker le carbone pendant très longtemps, alors qu'en le brûlant, vous relâchez l'énergie tout de suite. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, on coupe des arbres, malheureusement, qui n'ont que 30 ou 40 ans, mais ça peut arriver des fois qu'ils aient beaucoup plus que ça, qu'on transforme en biomasse pour être brûlé. Donc on relâche le carbone de l'arbre immédiatement, mais ce carbone, il ne sera pas recapté immédiatement. Oui, même si on replante un arbre, ça va mettre du temps. Au mieux, s'il est recapté, ça va prendre le temps de vie de l'arbre. C'est-à-dire, quand on fait aujourd'hui dans le Morvan, le pire, c'est qu'on coupe des forêts de feuillus anciennes, qu'on remplace par des monocultures de Douglas, qu'on recoupera dans 30-40 ans. On est sur Douglas, un schéma... c'est des pins ? Oui, c'est du pin, oui. On est sur un schéma où, en fait, on va relâcher massivement de la biomasse avec le bois pour un rendement en plus qui est vraiment pas bon. Et ensuite, alors qu'en fait, on aura besoin aujourd'hui de capter du carbone. Et paradoxalement, le seul outil qu'on a à disposition, c'est la forêt. Parce que les forêts aujourd'hui, ils sont jeunes. 80% des forêts ont moins de 100 ans aujourd'hui. Les arbres ont moins de 100 ans. Donc, il suffirait de les laisser vieillir, au moins partiellement, pour capter beaucoup de carbone. Laissons vieillir les forêts. Qu'est-ce que vous en pensez, Ludovic Duche ? Non, mais c'est trop simpliste. Je veux dire, la question est beaucoup plus complexe. On a un problème forestier en France. On a un abattage effectivement abusif des feuillus, des chênes, mais ça n'a rien à voir au bois énergie. Vous avez des tensions internationales. En France, il n'y a plus d'industrie. Donc déjà, il faudrait réindustrialiser pour pouvoir faire des charpentes, cher monsieur. Donc aujourd'hui, quand vous n'avez plus de scierie, déjà, l'usage de l'arbre, à part l'exporter, et aujourd'hui, vous avez un phénomène plutôt beaucoup plus inquiétant, qui est que vous avez des pays qui sont en manque de ressources du bois, bon, bah, c'était la Chine, hein, c'est principalement la Chine, qui viennent chez nous. Il me semble qu'en son temps, il y avait un certain Arnaud Montebourg qui avait essayé de mettre le top là. Et ça, c'est un problème beaucoup plus grave parce qu'on parle de flux, où les gens ils viennent chercher du bois chez nous. Et quand ils viennent chercher une grume pour la transformer chez eux, une grume, c'est 50% de rendement matière. C'est-à-dire que vous avez 50% de bois que vous allez pouvoir utiliser pour faire de la charpente du meuble, mais les 50%, c'est du déchet. Et ce déchet, c'est du bois énergie. Donc quand vous exportez 1 million de tonnes de grumes, et c'est beaucoup plus que ça aujourd'hui, et la tendance est très forte, vous exportez également la moitié du bois énergie. Donc là, il y a ce que je suis étonné, c'est que on vient faire haro sur le baudet sur le bois énergie, mais je veux dire, il y a quand même d'autres conflits qui sont bien supérieurs et qui n'ont rien à voir avec les chaufferies du coin qui ne vont pas déforétiser la France. Merci beaucoup, merci à tous les deux, c'est passé vite, mais chacun a eu le temps d'exposer ses arguments. On passe à Smart Ideas tout de suite. Smart Ideas avec BNP Paribas, découvrez des entreprises à impact positif. La bonne idée du jour est signée Frédéric Matisse, le président de la fondation Être pour École de la transition écologique. Bonjour, bienvenue. Au départ, c'est le projet d'une association 3PA avec une première école. Elle a été créée où et surtout pourquoi ? Alors c'est effectivement l'initiative d'une association qui s'appelle 3PA, qui a été créée en 2004. Et au départ, l'idée, c'était comment on fait pour sensibiliser des jeunes, plutôt des jeunes de quartier politique de la ville, aux questions de transition écologique. C'était en train d'arriver dans le débat public, et on se rendait compte que tout ce public n'était pas
intéressés à cette question. Et petit à petit, en fait, on a fait des actions qui ressemblaient à de la formation et ils s'intéressaient de plus en plus à ces thématiques. Jusqu'en 2015, on a développé des formations de plus en plus longues à la rencontre d'entreprises de la transition écologique. Et une jeune, un jour, est venue nous dire, en fait, ce que vous avez créé, c'est une sorte d'école pour les jeunes qui n'aiment pas l'école. Et en 2017, on a créé la première école de la transition écologique, Être, école de la transition écologique, qui s'adresse aux jeunes sans diplôme, d'une manière générale. Alors, ça s'adresse en fait principalement à 80% de notre public, à des jeunes qu'on dit en transition, c'est-à-dire un peu en réflexion sur leur parcours, en panne d'idées sur leur parcours professionnel. Donc ça va être des jeunes déscolarisés, décrocheurs, en situation de handicap. On travaille aussi avec des réfugiés, donc tout type de public qui sont un peu dans cette transition. En fait, vous leur apprenez quoi ? Alors on leur apprend des métiers de la transition écologique. Et en fait, dans ces métiers, il y a plusieurs types de métiers. Donc il y a les métiers qu'on appelle métiers verts, donc qui sont des métiers directement liés à la protection de l'environnement, et les métiers verdissants, qui sont tous ces métiers qui sont en pleine mutation du fait de la prise en compte de la transition écologique. Et donc pour les former, en fait, on a plusieurs types de formations qui vont de la découverte de ces métiers jusqu'à la qualification, donc jusqu'au diplôme concret, et entre deux, une préqualification pour un peu découvrir ce large panel qui existe dans les métiers de la transition écologique. Ces formations, elles sont gratuites ? Ces formations sont gratuites pour les jeunes. Alors, qui finance ces écoles ? Parce que maintenant, il y en a plusieurs de la transition écologique. Alors, c'est le modèle économique, en fait, c'est un modèle économique hybride, qu'on a voulu le plus hybride possible. Mais il s'appuie quand même sur un pilier fondamental qui est celui des régions, puisque c'est la compétence des régions, celui de la formation professionnelle. Et donc, on a des financements, en fait, qui proviennent des régions dans le cadre de la formation professionnelle. Et ensuite, on a des financements qui proviennent d'autres partenaires publics. Il y a des fondations de grandes entreprises. Il y a des fondations de grandes entreprises, absolument, qui financent. On peut en citer quelques-unes, d'ailleurs. Oui, il y a la fondation EDF. On a été lauréat de la fondation La France s'engage en 2019. On a la fondation Le Marchand, fondation Sycomore. Voilà, on a plusieurs fondations qui nous soutiennent dans le développement du projet. Et on a aussi une part non négligeable du budget des écoles qui proviennent de la vente, en fait, de matériel ou de prestations qui sont réalisées dans le cadre des formations. Des formations qui peuvent être courtes, mais ça peut durer jusqu'à combien de temps ? Alors les formations, elles vont durer de 10 jours pour vraiment l'aspect remobilisation. Donc là, c'est vraiment remettre le pied à l'étrier dans la formation, dans un projet de vie. Et ça va aller jusqu'à 1 an, puisqu'on a même 2 ans, avec des formations qui sont des formations diplômantes type CAP, titre professionnel, etc. Sous l'égide de la Fondation Nicolas Hulot, quel rôle joue la Fondation de l'Ancien ? Alors effectivement, en juin 2020, en fait, après le début de notre développement, nous, on a commencé en fait dans cette région toulousaine, dans un petit village de 200 habitants. Et suite à cette inauguration 2017, on a reçu des appels qui provenaient d'un peu partout en France pour développer ces écoles. Et donc ce qu'on a fait, donc il y a des écoles aujourd'hui qui naissent un peu partout en France et en Europe. Et l'idée, c'était comment on structure et comment on chapeaute en fait ce développement. Et en juin 2020, avec la Fondation Nicolas Hulot, on a créé une fondation sous égide de la Fondation Nicolas Hulot, la Fondation Être, qui a 3 objectifs principaux, qui sont l'aspect plaidoyer, donc d'aller parler de ces thématiques et convaincre en fait les différents partenaires que la formation pourrait représenter... Il faut aller vite sur les 2 autres. Il nous reste 20 secondes. Pour parler donc que la formation peut devenir le goulot d'étranglement de la transition écologique. Le deuxième, c'est un conseil scientifique pour capitaliser ce qu'on fait. Et le troisième, c'est aller rechercher des financements aussi au niveau national. Et ben voilà, on souhaite bon vent à votre fondation et à vos écoles de la transition écologique. Merci Frédéric Mathis. Voilà, c'est la fin de cette émission. Je vous donne rendez-vous demain sur Bismart, la chaîne des audacieux.